Oh, mais t'as vu là-bas? Non, il y a un cours d'eau très long. C'est pas un cours d'eau très long que je vois, moi. C'est un lourdeau très con. Bonjour les padawans de la physique, Obi-Wan pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond à Nami Lindet. Et on voit comment ça marche le phénomène de capillarité. Si vous vous baladez sur YouTube et que vous cherchez le mot capillarité, en général vous allez tomber sur des expériences. Des expériences un peu faciles, genre quand on met le sucre dans son café et qu'on voit l'eau du café qui remonte à travers le sucre. Et d'ailleurs pour essayer dans ces expériences, il y en a une hyper sympa qu'on peut faire avec ses enfants et qu'on voit pas trop d'habitude. Nozman l'avait même partagé sur sa chaîne. Il suffit juste de prendre 5 allumettes, de les casser en deux sans que ça se sépare et de former une espèce d'étoile. Une fois que c'est fait, vous rajoutez au centre quelques gouttes d'eau et la magie opère. On l'a dit, c'est à cause de la capillarité. Mais comment ça fonctionne ce phénomène de capillarité? Bonne question. Bonne question. Pour comprendre le phénomène de capillarité, eh bien il va falloir intégrer certains phénomènes. En premier lieu, il va falloir comprendre ce que c'est la tension superficielle d'un liquide. On appelle ça aussi la tension de surface. Et comme je viens de le dire, c'est pour un liquide. Le liquide que je vais utiliser pour les explications sera de l'eau. Et dans un volume d'eau, toutes les molécules s'arrangent et vous voyez, restent assez compactes. On l'a déjà vu dans les vidéos qui parlaient des changements d'état de la matière. Mais comment ça se fait que les molécules d'eau restent collées entre elles? C'est dû à ce qu'on appelle les forces de cohésion qui sont présentes dans l'eau. Ces forces de cohésion, elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent de ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Et pour bien comprendre ce que c'est la liaison hydrogène, il va falloir qu'on s'attarde un peu sur la molécule d'eau. Normalement, je ne vous apprends rien si je vous dis que la molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Et bien sûr, les atomes d'hydrogène vont être accrochés à l'atome d'oxygène. Comment elles sont accrochées? C'est dû aux liaisons covalentes. Les liaisons covalentes, je les ai déjà expliquées dans d'autres vidéos, donc on va aller très vite. Une liaison covalente, c'est un échange d'électrons entre les atomes. Chacun des atomes va partager un électron pour être stable. Et quand on voit la représentation graphique habituelle des atomes, c'est la représentation de Lewis, et bien la liaison covalente, le partage d'électrons, c'est la barre qui relie les deux atomes. Au final, dans ma molécule, il y a autant d'électrons que de protons. Les électrons étant chargés négativement et les protons positivement, la charge électrique globale de mon atome est nulle. On dit que la molécule est électriquement neutre. Ce que je viens de dire, c'est globalement vrai. Mais si je regarde d'un petit peu plus près la molécule, ce n'est pas si vrai que ça. Et donc pour vous expliquer ça, il est temps pour moi de vous introduire Ma bite. Je m'en lasserai jamais de cette vanne. Et donc il va falloir que je vous introduise une des propriétés des atomes, à savoir l'électronégativité. Et l'électronégativité, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la capacité qu'a un atome à attirer les électrons d'une liaison covalente. Et donc les électrons vont se rapprocher de l'atome qui est le plus électronégatif. Ça veut dire qu'il va y avoir une charge légèrement négative au niveau de cet atome. Mais de l'autre bout de la liaison covalente, ça veut dire que les électrons s'éloignent de l'autre atome. Et lui va donc devenir un peu plus positif, puisque les charges moins s'éloignent. Et dans la molécule d'eau, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. On va se retrouver donc avec une charge légèrement négative vers l'oxygène, alors qu'au niveau des deux hydrogènes, il y aura une charge légèrement positive. Et donc avec ce que je viens de vous expliquer, eh bien on comprend d'où viennent les forces de cohésion dans l'eau liquide. Le moins et le plus s'attirant, les oxygènes vont attirer les hydrogènes d'autres molécules d'eau, ce qui va créer une force de cohésion dans mon volume d'eau. Et donc cette force de cohésion que je viens de vous expliquer, eh ben, c'est ce qu'on appelle la liaison hydrogène. La liaison hydrogène, c'est donc une force électrostatique qui va se créer entre un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène de 2 molécules d'eau différentes. Il ne faut pas confondre ça avec la liaison covalente qu'il y a entre l'hydrogène et l'oxygène d'une même molécule d'eau. C'est pas la même force et c'est pas la même intensité de force. Maintenant, cette liaison hydrogène, ça marche pas que avec les atomes d'oxygène. Ça marche aussi avec les atomes de fluor et d'azote. Tout simplement parce que le fluor et l'azote, tout comme l'oxygène, sont très électronégatifs. Et d'ailleurs, pour retenir ça, j'ai un petit moyen mnémotechnique. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un moyen mnémotechnique, j'ai un petit exemple avant de vous expliquer ça. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez la capitale du Qatar? Eh bien pour retenir à vie le nom de cette capitale, il suffit juste de retenir la première lettre du pays, la première lettre de Qatar, à savoir le Q. Et sa capitale, c'est Doha. Eh ouais, doigt dans le cul. Normalement, avec ce moyen mnémotechnique, eh ben, vous avez retenu à vie la capitale du Qatar. Bon, maintenant que vous voyez ce que c'est un moyen mnémotechnique, on va l'appliquer à ce qu'on disait tout à l'heure, à la liaison hydrogène. On a dit que la liaison hydrogène se faisait entre l'hydrogène et 3 atomes. Le fluor de symbole F, l'oxygène de symbole O et l'azote de symbole N, FON. Donc ces atomes font des liaisons avec l'hydrogène. Ceci étant dit, revenons aux forces de cohésion présentes dans mon volume d'eau. On a donc les hydrogènes et les oxygènes qui vont s'attirer, donc ça veut dire qu'il y a des atomes qui vont s'attirer un peu dans tous les sens. Il va y avoir des forces dans tous les sens. Et quand il y a des forces qui vont dans tous les sens, on additionne toutes ces forces et elles s'annulent toutes. Et si on prend un verre,
et qu'on verse de l'eau à l'intérieur, il va y avoir forcément un niveau d'eau. À un moment, quand on se place vraiment au niveau de l'eau, les atomes qui sont en surface vont avoir des forces de cohésion en dessous d'eux, mais pas au-dessus, puisque au-dessus c'est l'air. On va donc avoir des forces qui vont que vers le bas. La force résultante va donc avoir tendance à tirer les molécules d'eau vers le fond du verre. Et cette tendance-là, c'est ce qu'on appelle la tension de surface, la tension superficielle de l'eau. Et donc grâce à cette tension superficielle, on peut expliquer pourquoi en apesanteur, l'eau liquide forme une sphère parfaite. Et oui, parce que tout autour de cette bulle d'eau, il y a une tension de surface et donc des forces qui vont vers le centre de cette sphère. Donc là, on vient de voir qu'en apesanteur, ça forme une sphère à cause de cette tension de surface. Mais sauf que nous, on a de l'apesanteur, on a l'attraction terrestre. Donc regardons ce qui se passe quand je remplis mon verre d'eau à ras-bord. Eh bien en surface, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'eau a une forme bombée. C'est le même principe que ce qu'il y a en apesanteur. Sauf qu'il n'y a pas de l'air tout autour de l'eau à cause de l'attraction terrestre qui fait que l'eau reste dans mon verre. Mais vous comprenez le principe. Si vous avez compris ce que je viens de dire, vous venez d'assimiler la première étape pour comprendre le phénomène de capillarité. On va maintenant expliquer l'effet mouillant. Ouais, il est très faible chez toi. Quoi ? Je sais pas, c'est tes ex qui le disent, hein. Qu'est-ce que ça veut dire l'effet mouillant? Eh bien, on a regardé tout à l'heure l'interface liquide-gaz. Ce coup-ci, on va regarder l'interface liquide-solide. Donc l'effet mouillant va dépendre d'une part du liquide qu'on va prendre, mais aussi du solide qui va être utilisé. Il y a trois possibilités. La première, c'est lorsque je dépose une goutte de mon liquide sur un solide donné. Si le liquide s'étale, on dit qu'il mouille parfaitement. L'angle entre la forme que le liquide vient de prendre et le solide est donc égal à 0 degré. Maintenant, regardons quand le liquide mouille imparfaitement. On voit que la goutte du liquide va former une espèce de demi-lune là, et aplatie au niveau du solide. Et bien dans ce cas-là, l'angle entre le liquide et le solide va être compris entre 0 et 90 degrés. Et bien enfin, il y a un troisième cas, le cas où le liquide ne mouille pas du tout. Et donc là, à ce moment-là, vu que ça ne mouille pas, il va y avoir la formation d'une sphère sur le solide. Ce coup-ci, l'angle va être compris entre 90 degrés et 180 degrés. Ce qu'on vient de faire, c'est un constat. Maintenant, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'un liquide va mouiller plus ou moins. Ça va être dû à ce qu'on appelle les forces d'adhésion. Depuis tout à l'heure, on parle de l'eau dans un verre. Donc ce qu'on va regarder en interface, ça va être l'eau avec du verre. Quand on regarde la forme de la goutte d'eau, on voit que l'eau mouille imparfaitement le verre. Il y a donc des forces d'adhésion entre l'eau et le verre. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui crée cette force d'adhésion entre l'eau et le verre ? Déjà, on va commencer par expliquer de quoi est constitué le verre. Le verre, c'est essentiellement du dioxyde de silicium. Un atome de silicium pour 2 atomes d'oxygène. Et donc la force d'adhésion, c'est encore une fois la force électrostatique entre les atomes d'hydrogène de l'eau et les atomes d'oxygène du verre, du dioxyde de silicium. D'ailleurs, on peut même la voir à l'œil nu, cette force d'adhésion. Regardons un peu le niveau d'eau dans notre verre d'eau. Vous voyez, ça forme un ménisque, ça forme une espèce de bulle d'air au-dessus. Sur les côtés, ça remonte. Ça remonte pourquoi? Parce qu'il y a les forces d'adhésion qui sont en œuvre entre l'eau et le verre. C'est facilement explicable si on fait le bilan des forces au niveau de la surface de l'eau. On a les forces qui sont dues à la tension superficielle qui vont vers le fond du verre d'eau, et sur le rebord, il y a les forces d'adhésion entre l'eau et le verre. Tout ce système est donc en équilibre. C'est pour ça que l'eau ne bouge pas, elle reste au niveau où elle est. Mais imaginons qu'au lieu de prendre un verre qui a un certain diamètre, on prenne un tube avec un tout petit diamètre. Ce tube extrêmement fin, c'est ce qu'on appelle un tube capillaire. Capillaire, ça vient de cheveux. C'est un tube qui est aussi fin qu'un cheveu, si vous voulez. Si on place ce tube au contact de l'eau, on voit que l'eau remonte à l'intérieur du tube. C'est ce qu'on appelle l'ascension capillaire. Et bien avec tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo, c'est facile de comprendre pourquoi ça remonte. C'est une histoire de force. Les forces d'adhésion vont être supérieures à la force résultante à la tension superficielle. Il y a moins de tension superficielle parce qu'il y a moins de surface d'eau. Je vous rappelle que le diamètre est tout petit. Et en plus, on a les forces d'adhésion qui rentrent en jeu. Et donc, de proche en proche, les atomes d'eau vont monter grâce à ces forces d'adhésion. Bien sûr, et comme dans toutes mes vidéos, la réalité physique est bien plus complexe que ça. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous mets plein de liens dans la description. Mais malgré tout, je pense que pour la majorité des gens, ça suffit amplement. On est capable de comprendre comment monte l'eau dans un tube capillaire. Et avant de finir la vidéo, je voudrais quand même parler d'un gros projet auquel j'ai participé. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir ça. Il s'agit d'une vidéo qu'on a fait avec PH et Yann et qui se trouve sur la chaîne du Point Génius. On vous présente le porte-avions Charles de Gaulle, mais sous un angle différent des autres vidéos YouTube sur le sujet. On vous montre tout ce qui a trait au nucléaire sur le porte-avions. Je vous mets le lien bien évidemment dans la description pour que vous puissiez y faire un tour. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air qui va bien, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche pour rater aucune des prochaines vidéos. C'était Obi-Wan qui vous dit que la science soit avec vous. J'ai pété.
Qu'est-ce que je disais? J'ai répété.